il y a un autre joueur qui a eu des talents naturels donnés par Dieu comme Ronaldinho. Mais malheureusement, il n'était pas discipliné. Donc la discipline, chers étudiants, c'est un facteur clé pour la réussite. Votre réussite et la réussite de notre pays. La diversité. Je suis très content de voir des jeunes filles, et des filles et des garçons, c'est ça la diversité. La diversité, c'est de savoir que vous n'êtes pas vous unique. Si nous sommes 7 milliards de citoyens, de personnes dans le monde, nous avons 7 milliards de caractères. Dieu nous a créés, à chacun il a doté des qualités, des compétences, il a donné par sa grâce ce qu'il a donné. Mais il y a des gens qui sont là, qui ont des problèmes d'handicap. C'est ça la diversité. Il faut accepter des personnes vivant avec handicap. Il faut accepter que tel c'est de sexe masculin et tel autre de sexe féminin. La diversité, c'est de savoir aussi que nous pouvons réfléchir différemment. Et c'est très important. Et nous terminons par le respect de l'environnement. Et vous savez comment ce sujet est aujourd'hui capital dans le monde dans lequel nous vivons. Le changement climatique est là. Et si nous ne respectons pas l'environnement, nous allons léguer un monde, une planète abîmée aux futures générations. Nos piliers, comme on dit à Lingala, Makonzi Nabiso, Tovaki Nikolo Yanini, nous sommes assis sur quoi? D'abord, notre idéologie politique, le social-libéralisme, c'est-à-dire que nous sommes pour l'économie du marché, nous sommes pour la concurrence, nous sommes pour l'entreprise privée, mais avec une dose du social. Le marché recule, oui, mais il faut aussi que l'État vienne reculer pour corriger les inégalités. Un libéral veut que sa liberté ne soit pas dérangée par d'autres personnes. C'est pour cela qu'il faut une grande dose du social pour équilibrer la société. C'est ça le social-libéralisme. La citoyenneté, deuxième pilier. Nous voulons être des bons citoyens. Des citoyens qui comprennent qu'ils ont non seulement les droits consignés dans la Constitution, mais ils ont aussi les devoirs envers la nation. Par exemple, le devoir de protéger l'intégrité territoriale du pays. Le devoir de défendre le pays quand l'ennemi l'attaque. Et c'est ça la citoyenneté. De vivre en communauté. De vivre quand vous êtes là avec les autres. Vous êtes des citoyens du même pays. Vous êtes des citoyens du même quartier, de la même commune, de la même province, du même pays. Et vous partagez ce que vous avez en commun. Ce n'est pas que les gens viennent et vous instrumentalisent pour vous dire tel c'est votre ennemi. Non, nous voulons être des bons citoyens. Comme disait un ancien politicien français, Chevènement, nous avons le devoir de former des ingénieurs, mais nous avons aussi le devoir de former des bons citoyens. C'est-à-dire des citoyens qui ont le civisme, les citoyens qui respectent la loi, les citoyens qui ne volent pas l'argent de l'État. C'est la citoyenneté. Troisième pilier, le pacte pour le développement. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, nous, décider, aller commencer à proposer un programme sans que le peuple accepte ce programme. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous avons fait les tours. Voilà pourquoi nous avons discuté avec les Congolaises et Congolais pour élaborer ces manifestes. Les pactes pour le développement, c'est-à-dire nous, avec le peuple, nous signons un pacte, nous disons voici ce que nous devons faire pour que les Congos se développent demain. Quatrième pilier, la gouvernance intègre.
je reviens encore sur ces mots intégrité. Beaucoup de gens parlent de la bonne gouvernance. Je préfère parler de la gouvernance interne. L'argent de l'État, c'est à l'État. C'est pas faux. Travaillez, si vous voulez revendiquer, réclamez qu'on vous donne, qu'on vous paye ce qu'on doit vous payer par rapport à vos compétences, par rapport à ce que vous rendez comme service, mais vous n'avez pas à prendre l'argent de l'État et à le considérer comme si c'était votre argent. C'est ça la gouvernance interne. Si notre pays ici meurt, c'est parce que les dirigeants confondent leur poche et la caisse de l'État. Ils croient que la caisse de l'État, c'est leur poche. Donc, la gouvernance intègre, c'est un pilier sur lequel tout va tourner dans notre gestion. Cinquième, excusez-moi, c'est écrit la réconciliation, mais c'est la cohésion nationale. C'est la cohésion nationale. Chers amis, cohésion nationale. J'aimerais qu'on rallume la lumière pour que je parle de ces sujets. Je ne le dis pas souvent, mais nous venons de commémorer le 25e anniversaire de la mort du maréchal Mobutu. Je n'étais pas mobutiste, mais je suis obligé de reconnaître que Mobutu, si nous devons retenir une seule chose, c'était la cohésion nationale, l'unité nationale. Et pour cela, je vais vous demander de vous lever, d'observer une minute de silence. À contribuer à pacifier ce pays, à unifier ce pays, à avoir cette cohésion nationale. Merci beaucoup. Le dernier pilier, c'est la règle gagnant-gagnant. Win-win en anglais. C'est-à-dire, les étrangers qui viennent ici dans notre pays investir, ils amènent leurs capitaux et tout ça, il faut qu'ils gagnent. Mais ils ne doivent pas gagner tout. Il faut que aussi les Congolais gagnent. C'est ça le gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas venir ici, tout prendre. Vous prenez sur 100, 80, vous laissez 20 aux Congolais. Mais des fois même pas, des fois 5. Non. Ce pays appartient à nous tous. Cette règle-là s'applique pour les expatriés, les étrangers et les Congolais, mais ça s'applique aussi entre nous, Congolais. La richesse de ce pays, ça nous appartient à nous tous. Nous sommes tous héritiers, n'est-ce pas? Nous avons tous les mêmes droits. Le fait d'être né ici, Dieu nous a placés ici. Ce sol-là, il n'a pas donné à un individu ou à un groupe d'individus. Il a donné à tous les Congolais. D'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Donc nous tous, nous devons gagner. On ne peut pas comprendre que certains, quand ils sont malades, on peut les évacuer, ils peuvent, pour aller suivre des soins médicaux adéquats, certains bénéficient des soins médicaux dus à leur rang, comme on dit, mais les autres citoyens, rien. Je suis parti à Lissala. À Lissala, il n'y a pas d'hôpitaux de qualité. Mais pourquoi la personne qui est à Lissala, s'il doit se soigner, il doit venir à Kinshasa, payer $400 de billets, $400, venir se faire soigner ici et retourner. Mais ceux qui n'ont pas cet argent, ceux qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas d'argent pour aller se faire soigner en Europe. Donc, il est très important que nous puissions appliquer cette règle des gagnants-gagnants parce que les ressources du pays nous appartiennent à nous tous. Voilà. On arrive maintenant à ces manifestes.
Qu'est-ce que ces manifestes renferment? Le manifeste des Kisangani. Vous comprenez bien Kisangani, pourquoi? Parce que le manifeste a été adopté à Kisangani lors du 2e congrès ordinaire des Lessidés tenu dans cette ville du 11 au 14 juillet dernier. Les manifestes comprennent 18 défis qui sont là. Et ces 18 défis sont répartis en 4 catégories. Vous avez d'abord les préalables. Les préalables qui sont là. État de droit et légitimité du pouvoir de l'État, intégrité territoriale et pacification totale du pays, cohésion nationale, gouvernance interne. Pourquoi ce sont des préalables? C'est-à-dire qu'un pays normal, aujourd'hui, doit pouvoir réunir ces 4 facteurs. Ces défis-là doivent être mis de côté. Si vous allez aux États-Unis, aujourd'hui, si vous allez dans les pays qui sont correctement gérés, remettez les préalables, s'il vous plaît. Si vous allez dans le pays correctement géré, vous avez ces 4 préalables. C'est-à-dire, il y a un état de droit. Et je vais vous expliquer et pourquoi. Il y a l'intégrité territoriale. On ne va pas vous dire que non, Bounaga n'a pris par ceci. On ne va pas dire que Dungu, c'est les Mboreros qui sont là-bas, les Ouseleka. Non. Donc, il y a l'intégrité territoriale et il y a la cohésion nationale, j'ai rappelé, et vous avez la gouvernance intègre. Vous volez l'argent de l'État, vous êtes en prison. Pas que vous volez l'argent, on vous met en prison, on fait semblant de vous mettre en prison, et demain, on vous fait sortir. L'état de droit. L'état de droit et légitimité du pouvoir. Cela veut dire que les lois, les règles, la justice dans un pays, tout ça, ça doit être la même chose pour tous citoyens. Tout le monde doit respecter les lois établies. Tout le monde doit respecter la Constitution. L'État doit fonctionner selon des normes, des règles. Et nous tous, nous souscrivons. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Pas que tel vient, on applique telle loi, tel autre, une autre loi. Nous tous, nous devons obéir à la Constitution. Nous devons obéir aux lois de la République. Quand on dit qu'il y ait transparence là, il faut qu'il y ait transparence. Quand quelqu'un a commis un délit, 5 personnes, le même délit, ils doivent être jugés de la même façon. Et si nous avons un État comme ça, où nous tous nous nous soumettons aux mêmes règles, à la même Constitution. La Constitution dit que dans son article 73, par exemple, le scrutin présidentiel, le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Mais ça doit être comme ça. Vous n'allez pas commencer à tergiverser, oui, est-ce qu'on parle de glissement? Est-ce que vous avez mis le mot glissement dans notre Constitution? C'est ça l'état de droit. Vous avez vu aux États-Unis, en France, en Allemagne, je prends ces pays-là, même dans les pays africains, les Ghana, le Sénégal, dans tous ces pays-là, pendant la Covid, tout était, les gens ne travaillaient plus en présentiel, mais ils ont organisé des élections. Mais il y avait un cas qu'on pouvait qualifier de force majeure, mais comme la Constitution, la loi suprême dit aux États-Unis, élection présidentielle tous les 4 ans, ils ont respecté les 4 ans. En France, 5 ans, ils ont respecté les 5 ans. Donc, et c'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est un état où l'administration, la fonction publique est gérée correctement. Et c'est pour cela que nous disons ceci. En ce qui concerne l'état de droit et la légitimité du pouvoir,
Nous allons faire du Congo un État où tous les citoyens sont égaux devant la loi et bénéficient tous des mêmes avantages qu'offre la nation. Un État où tous ses enfants contribuent à sa marche, soit directement comme responsables publics, soit indirectement par des mécanismes participatifs de gestion de l'État. Le respect de la Constitution et des lois de la République doit être scrupuleusement observé, car force doit rester à la loi. C'est la loi. C'est l'état de droit. Si vous avez un autre État, ok, comme disent les Kinois ici, ça l'État n'a eu. Moi, il y a besoin d'un droit. Et les Congo doivent être comme ça. Il n'y a pas à dire là, oui, chez nous, c'est non. Les Congo, nous voulons faire partie du monde. Nous voulons être dignes. Pour qu'on soit respecté, il faut qu'on commence par nous-mêmes nous respecter. Qu'on se respecte nous-mêmes. Intégrité territoriale et pacification totale du pays. Aujourd'hui, quand vous allez à Ituri, les territoires de Irumu, Mambasa, Djougou sont quasiment occupés par les groupes armés qui commettent des tueries, des exactions tous les jours. Ça fait 3 mois bientôt que Bunagana est occupé au nord Kivu par les M23. 3 mois. La semaine prochaine, ça fera 3 mois. Personne ne dit mot. Comment est-ce que nous sommes dans un état intègre? Je vous ai parlé de Dungu aujourd'hui. Nos frères et sœurs là-bas sont occupés. Vous allez au sud Kivu, je ne vais pas citer. Aujourd'hui, vous savez combien de gens on a tués hier à Béni? Combien de gens on a tués à Boutembo? Tous les jours, on tue. Nos frères et sœurs qui ont fui Bunagana et qui sont partis en Ouganda, arrivés en Ouganda, aujourd'hui, on dit que non, vous n'êtes pas réfugiés, on ne veut pas les réfugiés congolais, rentrez chez vous. Et là, ils sont à Rutshuru, ils ne savent pas quoi faire. Est-ce que c'est normal que les gens dorment paisiblement? Vous êtes citoyens d'un pays et vous savez que les autres membres de votre corps souffrent et vous ne faites rien. Non, on ne peut pas accepter. Nous devons tout faire pour que nous puissions avoir cette intégrité du territoire. Et pour avoir l'intégrité du territoire, l'intégrité du territoire veut dire qu'il y a son corollaire, la paix. Donc, nous devons le faire nous-mêmes, nous assurer nous-mêmes qu'il y a l'intégrité. Et pour avoir l'intégrité et la paix, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une armée. Il faut une armée digne de ce nom. Et c'est pour cela, nous allons tout faire pour mettre en place une armée puissante. Une armée puissante, une armée bien formée, une armée bien nourrie, une armée qui aura des munitions et une armée à la hauteur de ce pays. Nous sommes 110 millions d'habitants aujourd'hui. Nous sommes potentiellement un des pays les plus riches du monde. Si on les classe, on regarde ce que Dieu a déposé dans chaque terre, nous sommes parmi les 5 premiers. Mais comment on n'a pas une armée qui peut défendre ses enfants? Mais je n'ai pas dit que nos éléments, nos militaires ne sont pas capables de défendre. Mais on met nos militaires dans une situation d'incapacité. Il est où Mamadou-Ndala? Il est où les généraux Baouma? Que disent certains militaires qui sont au front, mais ils attendent des consignes? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons une armée où des jeunes gens combattent pour le pays, intègrent l'armée pour le pays. Vous savez que l'armée c'est un corps d'élite.
L'armée, ce n'est pas réservé à des gens qui ont raté la vie, non. Et il est important pour cela que ce soit l'armée, les services de sécurité, la police, que ce soit des corps bien formés, bien entraînés, où les gens sont payés correctement, qui sachent qu'ils travaillent pour la nation, ils défendent la nation, mais en retour, la nation s'occupe correctement d'eux. Cohésion nationale, troisième préalable. Nous avons tenu notre congrès sous Congo Ekolo Moko. Chers frères et sœurs, c'est très important que personne ne vous trompe, que personne vous dise vous avez Ekolo Boye, vous avez Ekolo Boye. Non. Ekolo Boye, ça fait là Ekolo Bo. Ekolo Bo. Chers frères et sœurs, les gens qui vous disent que vous êtes Kingandi, l'autre dit vous êtes Songolo, sont des grands menteurs. Ceux qui vont voir les Congolaises et les Congolais pour leur dire votre ennemi c'est celui-là, ce sont des méchants, des sorciers. Parce qu'ils savent que telle tribu, s'il dit qu'il est de telle tribu et qu'il défend, il combat telle autre tribu, mais quand il va se retrouver au sein de sa tribu, il va payer encore de problèmes. S'il dit qu'il est de telle province et il combat d'autres provinces, quand il va se retrouver dans sa province, il va dire que non, il est de tel territoire. Quand il va dans les territoires, il va au plus, toujours dans les micros secteurs et ainsi de suite, jusque dans la famille. Que personne ne vous trompe. Nous sommes un pays. Les pays qui ont marché. Si vous allez aux États-Unis, quelqu'un qui s'est installé en Californie, même s'il vient de Nevada et tout ça, il dit que sa terre c'est la Californie, c'est la Californie. En 1986, je travaillais pour le groupe mobile et je suis parti à Kolwezi. 1986, je vis des gens là-bas. Ils disaient que non, nous sommes originaires du Bas-Congo, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, le Congo central d'aujourd'hui, mais nous avons élu domicile ici. On mourra ici à Kolwezi, c'est là où nous avons choisi d'être, de vivre. J'ai dit bravo, 86. Pourquoi aujourd'hui, on va vous dire que non, vous n'êtes pas d'ici. Ça c'est dire quoi? Vous êtes d'où? Qui est de Kinshasa? Qui est de Kinshasa? Nous tous, nous sommes là où vous voulez vous établir. Au Congo, c'est votre pays. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, les gens qui viennent vous instrumentaliser, qui viennent vous mentir, pour qu'eux ils se remplissent les poches. Et quand ils ont de l'argent, ils vous donnent des miettes. Il faut les chasser. Quand ils vous parlent de la division. On ne veut pas de division dans ce pays. Gouvernance intègre, je ne reviens pas, j'en ai parlé, et les voleurs doivent savoir que sous l'ère Fayoulou, l'ère place, c'est la prison. Car en cette matière, tolérance zéro. C'est ça la règle. Zéro tolérance corruption. Vous volez, on vous prend d'abord tout ce que vous avez et vous allez en prison. Les préalables placés, les 4 préalables, maintenant nous venons dans les priorités qui sont dans notre manifeste, les priorités de notre programme. Vous avez l'éducation de qualité. Sans éducation, il n'y a rien. Vous avez l'agriculture, accès à l'eau potable, infrastructure,
entrepreneuriat écologique. Éducation de qualité. Ça, c'est pas déjà. Éducation de qualité, formation professionnelle, recherche scientifique et innovation. Nous allons investir dans les citoyens pour développer la RDC, les titulaires de notre programme. Nous allons en finir avec la médiocrité qui a pris le pas sur la compétence et nous allons assurer l'adéquation entre la formation et les besoins réels de notre pays en matière de développement. Nous ne pouvons plus continuer à envoyer les enfants faire les sciences qui sont déjà saturées. Nous avons besoin d'agronomes, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin d'électriciens, nous avons besoin de maçons, nous avons besoin des techniciens, des professionnels. Je suis très content que l'INPP aujourd'hui marche bien et que c'est l'exemple de l'INPP pour la formation professionnelle. Mais plus, comme certains pays d'Afrique de l'Ouest ont fait, nous allons emboîter les pas. Nous allons mettre la formation et les budgets pour cela. Le budget de l'éducation nationale doit être un budget qui ne peut pas être en dessous des 20%. Non! Nous devons créer des centres de compétences, d'excellence, pardon. Nous devons envoyer nos enfants dans les grandes universités, améliorer les conditions, la qualité de nos universités et faire des échanges. Nous devons avoir des échanges entre l'entreprise et l'université. Très important. Sans éducation, un pays n'existe pas. Vous pouvez être le plus riche du monde avec les cobaltes, les coltans, les cuivres, l'or, la forêt, tout ça. Si vous ne savez pas quoi faire de ça, vous n'êtes rien. Les autres viendront travailler pour vous. Et vous, du reste, vous voyez ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Donc, c'est notre priorité phare. Rendre les citoyens congolais capables. Comme ça, vous n'avez pas de complexes. Partout, quand vous êtes bien formé, vous n'avez pas de complexes. Quand les gens parlent, vous parlez. Pas quand les gens parlent, vous non. Vous rigolez pourquoi? Parce que vous cachez quelque chose. Agriculture et lutte contre la misère alimentaire. Comment comprendre que ce pays qui a 80 millions d'hectares de terres arables, plus de 80 millions, si vous ajoutez les terres irriguées et tout ça, on en a plus de 110 000, qu'on meurt de faim. Ce pays qui a 4 fois plus de terres arables qu'Ukraine, que l'Ukraine soit aujourd'hui les greniers du monde, mais que nous, on a des terres fertiles, qu'on puisse importer les maïs. Est-ce que c'est normal? Qu'on ne puisse pas exporter les maniocs, est-ce que c'est normal? C'est pour cela que nous disons, nous allons décréter l'état d'urgence agricole pour que plus aucun Congolais ne meure de faim. Aujourd'hui, plus de 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2,15 centimes par jour. Tous les moyens appropriés seront mis en œuvre pour faire disparaître la faim et la malnutrition au Congo. Nous devons produire ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons. Et nous produisons bio. Vous mangez des, je ne sais pas, des surgelés qu'on nous amène ici qui nous tuent. Or, on peut produire. On peut produire. On va arrêter. Et donc, cet état d'urgence agricole sera décrété. Accès à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé de qualité. Les besoins sociaux de base. L'eau potable. Aujourd'hui, même à Binza, il n'y a pas d'eau. Est-ce que c'est normal? Ce pays où il y avait l'eau partout,
cette ville de Kinshasa. Il n'y a pas d'eau. L'électricité, il n'y a pas. Donc nous allons tout faire pour mettre en place un système qui aide les personnes et les familles à subvenir à leurs besoins sociaux de base. Nos services sociaux doivent être efficaces pour répondre aux attentes des citoyens à chaque étape de leur vie, de la grossesse jusqu'au vieillissement. L'eau, c'est la vie. Si tu es malade, il faut aller trouver un centre de santé, un hôpital. Il faut avoir de l'électricité pour produire. Et ça, c'est besoin. Déjà, quand vous regardez les taux que nous avions avant, on n'a plus. Quand je terminais mon 3e cycle de gestion à l'Institut supérieur de gestion de Paris, dans la rencontre pour l'embauche, les sociétés sont venues, les jeunes gens allaient là-bas, et je suis parti. J'ai vu un monsieur, un grand monsieur à l'époque, un grand PDG français, Jérôme Monod. Le président Monod m'a dit, mais jeune homme, vous venez d'où? À l'époque, je dis du Zaïre. Il dit Zaïre, oh là là. Il était le patron de la Lyonnaise des eaux. Il dit au Zaïre, nous avons un grand monsieur. Une grande société, c'est la première société des eaux en Afrique, la régie des eaux. Allez voir M. Tchongo. Tchongo. Vous l'avez connu? On en parlait là-bas. Aujourd'hui, la régie des eaux est dans quel état? Je vous parle, nous sommes en 1982-83. On me parlait de Tchongo. Aujourd'hui, la régie des eaux est où? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe? Nous devons relever les défis. Infrastructure, désenclavement des territoires, connectivité intégrale du pays. Autre priorité. Si vous n'avez pas de route, vous ne pouvez pas, évacuer les marchandises qui sont, ou les produits qui sont produits, excusez-moi la tautologie, à l'arrière-pays pour les amener dans les grands centres urbains. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de route. Ici, on nous a dit qu'en 1958-60, quelqu'un pouvait quitter Kinshasa et aller à Bukavu en Volkswagen. Il n'y a pas de route. Vous savez que chaque année, ici, si on ne volait pas l'argent volé, combien de kilomètres d'autoroute on pouvait construire? Si vous dites qu'avec $1 million, vous construisez 1 kilomètre. Bon, maintenant, avec les techniques modernes, on est même à 700 000 ou 800 000. Mais quelqu'un qui a volé 57 millions de dollars, ça fait combien de kilomètres? Ça fait 57. Hein? Quelqu'un qui a volé 120 millions, ça fait combien de kilomètres? Ça veut dire que vous faites l'autoroute d'ici jusqu'à Kissan. Quelqu'un qui a volé 600 millions, 660 millions, parce que ça c'est le montant du programme de 100 jours. 660 millions, ça fait combien de kilomètres? Ça fait donc avec le programme des 100 jours, cet argent, vous pouvez construire l'autoroute, vous dépassez Kikwit. Et vous commencez à aller vers Lubumbashi et tout ça. Donc on peut, si on est sérieux, développer ces pays. Et si vous n'avez pas les infrastructures, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez pas de route, vous ne pouvez rien faire. Donc nous allons faire ça parce que avec un marché intérieur de plus de 100 millions d'habitants, nous sommes aujourd'hui 110 millions. 110 millions de consommateurs, la liaison des villes, des territoires par des voies de communication routières, ferroviaires et fluviales, lacustres, aéroportuaires, modernes, donc ces infrastructures, ainsi que la connectivité intégrale du pays permettront de réaliser notre potentiel au maximum.
on pourrait aller partout. On peut aller en vacances à Ilebo. Vous connaissez Ilebo? Une beauté extraordinaire. J'allais à Ilebo, j'ai joué au tennis à Ilebo dans les années 80. Il y a un hôtel des palmiers là-bas, allez voir l'hôtel de l'Onatra. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il y avait 3-4 cours de tennis. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Mais je suis allé à Mbandaka, parlons de Lissala. Mais Lissala ici, combien de minutes? Mbandaka, 50 minutes. J'arrive à Mbandaka. Donc je peux, moi, prendre mon avion le vendredi après-midi quand je termine le travail. 1 heure après, je suis à Mbandaka. Je contemple le paysage, je vois le fleuve et tout ça. Je pêche si je veux pêcher. Le samedi matin, je suis là, je fais ce que je peux faire. Dimanche, je vais à l'église. Lundi matin, je vais à l'aéroport. Je prends l'avion. 50 minutes après, je suis à Kinshasa. Andolo, je descends. Je vais travailler. Pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi les gars qui est en Éthiopie, à Addis Abeba, peut prendre l'avion le matin, aller à Mekele? Dommage qu'il y ait des problèmes maintenant à Mekele. Et travailler, le soir de prendre l'avion, revenir à Addis Abeba. La même distance. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? Pourquoi je ne peux pas prendre la voiture, aller dans le village de mes parents? C'est pas loin, c'est à côté. Pourquoi je ne peux pas le faire? Mais quand vous voyez les amis dans ces pays, vous allez en Côte d'Ivoire, tous les week-ends, là maintenant, Abidjan est vide. Tous prennent les voitures et rentrent chez eux. Et ça permet de développer l'arrière-pays. Ça permet aux gens qui sont dans l'arrière-pays de rester là, de ne pas venir en ville. Très important, le développement du pays, ça passe par là. Nous pouvons, même, je vais être assez sévère, nous pouvons fermer ces pays. Ostraciser ces pays dans un premier temps et dire que nous développons les routes, la connectivité et nous avons 110 millions d'habitants et nous avons un marché et on travaille. Et on se développe. Pourquoi les autres de l'Afrique de l'Est veulent nous intégrer dans la communauté de l'Afrique de l'Est? Parce qu'ils ont besoin des 40 millions de Congolais qui sont à l'Est de la République. Et si ces Congolais pensent qu'eux, ils vont se retrouver vers, comment dire, les Kenyans, et ils n'ont rien à voir avec Kinshasa, Kisangani, ou en tout cas Kinshasa et les Matadi, qu'est-ce que le pays va devenir? Et c'est ça la balkanisation. Ça, c'est la balkanisation intellectuelle du pays. On vous tente par tous les moyens. Et donc, très important, la connectivité aussi, c'est les réseaux sociaux, les connexions Internet, ainsi de suite. Entrepreneuriat et développement du secteur productif. En 1960, on avait plus de 9 000, près de 10 000 entreprises industrielles dans ce pays. Les gens qui voient l'IMT, vous voyez l'IMT quand on dit commercial, résidentiel et puis industriel. L'IMT, c'était un quartier industriel. Kingaboua, c'était que des usines. Aujourd'hui, il n'y a rien. Ce sont des besoins, merci. Et aujourd'hui, qui sont les entrepreneurs congolais? Vous pouvez être dans un pays, vous n'avez 2 ou 3. Tous, ce sont les étrangers. Indiens, Chinois, X, je ne sais pas qui, et tout ça. On n'est pas contre ces gens-là. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes? Nous allons développer l'entrepreneuriat local. Nous allons avoir des Congolaises et Congolais chefs d'entreprise. Nous devons les pousser, qu'on puisse avoir des Ali Dangote ici, le mot Ibrahim dans ce pays. Et nous en sommes capables. Nous avons des jeunes, mais il faut leur donner des moyens. Et c'est pour cela que nous disons, nous allons promouvoir l'entrepreneuriat national et dynamiser les entreprises congolaises par divers mécanismes d'incitation pour en faire des piliers du développement. Et nous allons appliquer la règle gagnant-gagnant pour
pour les investisseurs étrangers. Nous allons demander aussi à ces investisseurs étrangers de s'associer avec les Congolaises et les Congolais pour aussi faire des transferts de technologies. Très important, si vous n'avez pas un entrepreneur local, si vous n'avez pas des industriels locaux, le pays est entre les mains des autres. Les gens se font de l'argent et cet argent va à l'extérieur. Écologie, développement durable et salubrité publique, le dernier point de nos priorités. Le monde aujourd'hui, le monde est en train d'être abîmé. Les gens polluent et on dit que nous sommes un des poumons du monde. Nous devons investir dans des domaines où nous devons investir, mais faire attention de ne pas abîmer l'environnement. Et donc pour cela, nous allons protéger nos écosystèmes et en contrepartie, parce que nous ne polluons pas beaucoup. Aujourd'hui, l'Afrique pollue moins de 4%. Mais c'est nous qui recevons toutes les conséquences de cette pollution. Donc nous allons protéger nos écosystèmes et en contrepartie, nous capitaliserons notre actif forestier pour une meilleure préservation de toutes nos aires protégées et l'assainissement des villes et villages de notre pays. Vous allez partout dans nos forêts, on abat les arbres. Ça doit s'arrêter. Nous protégeons ces forêts. Il faut qu'en contrepartie, qu'on soit rémunéré. Donc nous allons discuter avec les puissants du monde pour qu'on voit comment est-ce que le Congo peut avoir des compensations. On vous parle de blocs pétroliers. Vous allez à Virunga? Non. Virunga peut nous donner beaucoup plus d'argent. Et si nous sommes capables, si nous sommes conséquents, si nous matchons, on fait l'analyse risque-avantage et nous trouverons un juste milieu pour protéger nos écosystèmes. Les défis majeurs. On était dans les priorités, maintenant nous sommes dans les défis majeurs. Réaffirmation de l'identité culturelle congolaise. La citoyenneté, famille, genre et personnes vivant avec handicap. Je ne vais pas revenir parce que j'en ai parlé longtemps là-bas. Jeunesse engagée pour le développement, l'élite congolaise, diaspora congolaise, coopération régionale, internationale et coexistence. Les 2 autres années déjà, je vais commencer par la réaffirmation de l'identité culturelle. Nous avons une identité culturelle. Moi je suis congolais, je suis fier de l'être. Moi, quand j'étais enfant, je suis allé à l'église Kimbangiste, Kintwadi. Vous chantez Papasi, Moralongi, Yala Moyala Vimba. Je suis fier de ça. Je suis fier de savoir qu'il y avait un Zingakoufo dans ce pays. Vous avez vu le masque Soukou que le roi a amené ici. Vous voyez la valeur de ces masques? Vous voyez la valeur? Est-ce que vous n'êtes pas fiers que vos ancêtres aient produit une telle œuvre? Toutes ces œuvres qui ont été volées, je pèse de mots, volées par les colons. Pourquoi elles sont volées? Nous devons réaffirmer cette identité culturelle. Et nous allons promouvoir, nous allons mettre en œuvre un programme national de sauvetage du patrimoine culturel, dont la mission sera de récupérer, de protéger, de préserver, de faire connaître les importantes collections d'art, d'artefacts, d'objets de musée, d'éléments architecturaux, des documents, des films, des photographies, d'enregistrements vidéo et sonores du passé congolais. Là, nous sommes des artistes. Il y a un ami, un grand avocat ivoirien qui me disait, si vous voulez voir un pays riche, il faut regarder ces pays-là dans l'art, la musique, les mathématiques. Et nous avons ça. Nous avons des musiciens. Regardez ici, chers amis, vous qui suivez
la musique à l'international? Qui sont les groupes de jeunes qui règnent aujourd'hui en France? Qui? Ce sont nos jeunes. À chaque fois que vous entendez un autre dire que non, il vient du Congo, de la RDC. Ce n'est pas une richesse. Mais ce sont des ambassadeurs. Mais ces gens-là, certains sont oubliés ici. On ne fait rien. Là, vous parlez des musiciens. Là, les artistes qui se vendent, qui sont maintenant à 500 000 $, 1 million, les artistes africains sont des artistes congolais. Allez à New York, dans les grandes galeries d'art, vous allez voir les expositions. Ce sont des Congolais. Mais on nous oublie ici. Et ici, nous n'avons pas cette chance d'aller dans les galeries, dans les musées pour voir. Nous allons l'établir. Parce que nous sommes comme ça. Nous avons une identité culturelle qu'il faut rétablir. Nous avons une musique ici. Notre ami, le sénateur Moumeng, qui a tout fait pour que la rumba soit reconnue. Et maintenant, il est dans les patrimoines immatériels de l'UNESCO. C'est une richesse. Quand quelqu'un vous dit, ah, musicien, vous dites les musiciens, mais c'est quoi? Mais c'est ça la richesse. Vous savez, quand Papa Wemba, mon grand frère, est décédé, vous savez combien de chaînes de télévision dans le monde ont arrêté leur programme? Plus de 220 chaînes dans le monde ont arrêté le programme pour annoncer le programme La mort de Papa Wemba. Vous n'êtes pas fiers de ça? Non, vous ne parlez pas. Vous n'êtes pas fiers de ça? Donc, il est essentiel que dans ces cadres-là, de réhabiliter aussi les artistes, de donner un statut aux artistes. Et nous le ferons. Citoyenneté, famille, genre et personnes vivant avec handicap, j'en ai parlé. Je passe à la jeunesse engagée parce que vous êtes la jeunesse engagée pour le développement. C'est vous. Si vous n'êtes pas engagé, si vous pensez que vous êtes venu accompagner certaines personnes dans ce monde, c'est votre problème. Et vous allez être demain récolonisé. Moi, je me battrai jusqu'à la fin de ma vie de ne pas connaître ce que mes parents ont connu. Je ne peux pas laisser à mes enfants un pays qui est vidé, un pays abîmé. Mais là, c'est vous. C'est vous. Regardez les sujets qui vous préoccupent. Quels sont les sujets qui vous préoccupent? Qu'est-ce que vous faites pour que ce pays soit bien géré? Qu'est-ce que vous faites pour que demain il y ait élection? Élection, véritable élection, pas des élections truquées. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour que demain vous puissiez rouler dans les routes normales? Qu'est-ce que vous faites pour que le pays ne soit pas pris par le Rwanda? Qu'est-ce que vous faites? Et je vois des gens, maintenant vous regardez les noms des Koulouna. Les Koulouna. Mais c'est tout le monde qui est en difficulté avec les Koulouna. La vie de tout le monde est en danger. Qu'est-ce que nous faisons pour que ces phénomènes Koulouna disparaissent? Comment encadrer ces jeunes? La jeunesse est en divagation. Les professeurs n'arrivent pas à achever les cours normalement. Mal payés. Certains d'entre eux, même les nouvelles prises de cours, ils n'ont pas le moyen de se documenter davantage. Les jeunes filles se livrent à la débauche. Mais vous avez d'autres jeunes qui sont là pour crier preso. Tout le monde en parle. Parce qu'ils vous donnent des miettes. Non. Vous n'êtes venus accompagner personne. Vous êtes des créatures de Dieu et vous devez vous développer parce que demain ce sera votre tour. Yes. Et si vous n'êtes pas bien formé,
Et si vous n'êtes pas vigilant, les médiocres vont continuer d'aller, parce que les médiocres n'ont pas de scrupules. Là où un compétent va avoir honte de ne pas mettre bien, lui va dire, parce qu'il dit que il va jouer le va-tout, parce que s'il ne fait pas ça, il ne va pas manger. Donc il y va. Et là, quand il va là-bas, il va vouloir perpétrer cet état de choses, ces comportements. S'il vous plaît, jeunesse. Heureusement, il y a quand même quelques jeunes engagés. Je vois des artistes et musiciens, des jeunes qui dénoncent les méfaits de la société, ou en tout cas des comportements de certains dirigeants ici. Jeunesse, je compte beaucoup sur vous. Il n'y a pas 36 solutions. Si vous décidez de faire du Congo ce que vous voulez, et le Congo sera ce que vous voulez. L'élite congolaise, j'ai un problème avec l'élite, même les élites. Problème avec les élites congolaises, je mets au pluriel. Que ce soit des élites religieuses, intellectuelles, et j'ai un problème sérieux. Le problème avec les religieux, les gens ont transformé des églises en des lieux de ramassage des dons, de l'argent, et ainsi de suite. Et des gens sont en train de mentir aux Congolais au lieu d'appliquer ce qui est écrit dans l'évangile, dans la parole sainte, et ils font autre chose. Pas normal. Et je demande, je les regarde, que je demande à ces religieux s'ils craignent réellement Dieu. Parce qu'ils peuvent nous tromper. Ils peuvent nous tromper ici, mais ils ne trompent pas Dieu. Ils ne peuvent pas. Le pays est à volo. Là, le pays est nulle part. Nulle part. Mais vous avez des gens qui font autre chose, totalement à l'encontre de ce qu'ils devaient faire. Totalement à l'encontre. Nous lançons l'appel aux élites congolaises à se ressaisir, à quitter leur zone de confort afin de s'engager aux côtés du peuple comme des éclaireurs pour montrer la voie de sortie de notre peuple des ténèbres de la misère, de la pauvreté, de la malgouvernance et de la maltraitance de notre peuple. La passivité et l'indifférence sont coupables et inexcusables car elles s'apparentent à la résignation et la non-assistance à peuple en danger. Lumumba est mort à quel âge? Pourquoi lui s'est sacrifié? Pourquoi il s'est sacrifié pour l'indépendance de ces pays? 36 ans. Et des gens sont là. Aujourd'hui, ils ont étudié, certains ont même étudié avec l'argent de la République. Ils font rien. Passif. Ah non, ma campagne était difficile, c'est taliban. Complice. Voleur. Non. Il faut que les gens quittent leur zone de confort. Diaspora congolaise. La diaspora fait beaucoup de choses. Beaucoup de gens vivent ici avec nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et c'est très important. C'est très important qu'ils s'engagent davantage parce que la diaspora est même classée dans l'élite parce que la plupart de nos frères et sœurs vivent dans des pays où il y a la démocratie. Ils comprennent les règles du jeu. Donc ils sont là aussi pour nous éduquer ici. Ils ne doivent pas rester simplement dans ces rôles. Ils ont le rôle d'investisseurs aussi. Mais ils ont aussi le rôle d'être les avocats du Congo dans les pays où ils sont. Il faut qu'ils informent les opinions nationales de ces pays. Il y a des télévisions là-bas qui ne montrent pas ce qui se passe. Les gens ne savent pas à beaucoup de pays ce qui se passe à Bunagana. Les gens ne savent pas ce qui se passe à Minembwe. Les gens ne comprennent pas le problème ne comprennent pas que le Rwanda nous a attaqués. Mais vous avez des Rwandais partout qui passent, qui disent que non, nous avons souffert du génocide. Et notre génocide à nous. Nous ne nions pas le génocide, commis au Rwanda. On n'est pas d'accord avec le génocide.
n'importe lesquels. Mais nous, on nous a tués, on a tué nos parents. Nous avons un rapport mapping qui vous donne 600, 700 quelque chose exactions commises au Congo. Et le rapport est sous les tiroirs quelque part à New York, à l'ONU. Et c'est là la diaspora doit être l'avocat, doit aller dans tous ces pays, dans les institutions, pour dire qu'on tue. Que les M23, ce ne sont pas des Congolais. Les M23, ce sont des Rwandais. Certains d'entre eux vivaient au Congo, d'autres sont venus du Rwanda et ils ont attaqué les Congos parce que leur rôle, c'est de déstabiliser les Congos pour que demain, ils récupèrent une partie du Congo. C'est ça. Mais ça, c'est le rôle de la diaspora aussi. C'est de nous tous. Mais la diaspora, les Congolaises et les Congolais de l'étranger doivent s'organiser pour aller dans les institutions de ces pays, dans les opinions publiques de ces pays, pour faire entendre la vraie version. Coopération régionale, internationale et coexistence pacifique. Nous voulons coopérer avec tout le monde. Nous voulons vivre en paix avec tout le monde. Mais nous n'avons pas la vocation d'être un État d'Afrique de l'Est. Est-ce que nous sommes dans l'Afrique de l'Est? Comment subitement on va nous amener à l'Afrique de l'Est? Qu'est-ce que nous faisons en Afrique centrale? Et on vous amène là où vous n'avez même pas le droit des cités. Il y a des gens, là-bas on parle anglais. N'est-ce pas? Bon, quand les gens vont commencer, toi on va te traduire, on a écrit, tu vas lire, tu regardes quoi? Tu regardes les écritures qui sont là-bas ou bien tu lis réellement? Nous sommes dans l'Afrique centrale. Nous voulons élargir notre rôle, notre puissance. Mais pour le faire, il faut qu'on se développe d'abord nous-mêmes. Il faut que nous ayons un pays qui soit intègre. Il faut que nous soyons un pays où il y a la cohésion nationale, où il y a la gouvernance, où nous commençons à produire et nous avons des choses à vendre à l'autre. Mais on ne va pas nous amener. Aujourd'hui, vous êtes dans CPGL. Vous connaissez la CPGL? Après, demain, on vous dit que non, c'est IRG. Après, on dit, non, écoutez, on va où? On va où? Nous sommes maintenant dans la Zéleka. Bon, Zéleka, c'est ces zones de libre-échange. Nous sommes d'accord, mais c'est pour toute l'Afrique. Travaillons ça. Travaillons à l'interne pour pouvoir être capables et compter dans cette zone. Mais on ne va pas vous amener dans la zone Afrique de l'Est parce que les amis ont étudié, ils disent que non, là-bas il y a les coltans, il y a l'or, il y a les diamants, il y a ceci, il y a un marché de 40 millions. Comme ils sont enclavés, nous, de Mombasa, nous avons des ports, Non, on ne peut pas accepter. Je vous parle clairement et je crois que vous comprenez. Derrière toute décision, il y a une stratégie. Derrière la décision d'amener notre pays dans la communauté des États d'Afrique de l'Est, il y a une stratégie pour utiliser notre marché de plus de 40 millions de l'Est. On ne produit pas. Nous n'allons pas vendre. Nous allons acheter ce qui vient d'ailleurs. Non. Et le Congo a besoin d'appartenir à l'Union africaine. Le Congo est dans la communauté des États d'Afrique centrale et le Congo restera en Afrique. Nous sommes d'accord? Donc cette histoire d'Afrique de l'Est, on n'en veut pas. Est-ce que vous en voulez? Non. Alors, si vous voulez, c'est votre problème. Moi, je n'en veux pas. Financement et réforme. Tout ça, il faut financer ça. Il faut financer. Donc, nous allons élargir l'espace budgétaire de l'État. On ne peut pas vivre avec un pays avec 110 millions d'habitants, avec des budgets
de 6, 7, 8, 10, même 15 milliards. Non. Notre revenu intérieur brut est de combien aujourd'hui? 50, 60 milliards. Les Nigériens, 2 fois plus de population que nous, ils sont à 400, 500 milliards. Pourquoi ils sont 2 fois plus grands que nous en nombre, mais 10 fois plus, ou 8 fois plus grands que nous en richesse réelle? Mais nous sommes, les richesses naturelles, nous sommes plus riches. Pourquoi on ne peut pas transformer ces ressources naturelles en richesses réelles? Pourquoi on ne peut pas? Donc, nous allons élargir, nous allons nous engager à rationaliser l'utilisation des fonds du gouvernement. Vous comprenez déjà? En facilitant la mobilisation des fonds privés dans la réalisation de projets et en mettant en place des mécanismes de partage des risques pour inciter les banques commerciales œuvrant au Congo à financer l'entrepreneuriat congolais. Nous allons drastiquement réduire les trains de vie de l'État afin d'allouer plus de ressources aux dépenses à capital du gouvernement, des provinces et des entités territoriales décentralisées. On ne peut pas être dans un pays où plus de 70% des gens vivent en dessous des seuils de pauvreté, $2,15, et avoir un député qui lui est payé par jour $700. C'est normal. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? 21 000 divisé par 30, ça fait combien? Donc, un député est payé $700 pendant que plus de 70% n'ont pas $2 par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça, c'est le clientélisme. On doit arrêter le clientélisme. On doit arrêter le népotisme. Nous devons trouver des ressources de l'État. Il y a un ministre qui était ici, ministre de la Justice, je crois, Louzo Lobambi. Lui, il disait, chaque année qui passe, il y a plus de 15 milliards de dollars qui sortent des caisses de l'État, des trésors publics, pardon. Au lieu d'aller dans le trésor, mais il trouve d'autres voies. Donc tout cet argent-là, que les gens se mettent plein de poches, tout l'argent qu'on donne à des clients politiques, c'est anormal. Et est-ce que vous imaginez ce que ça représente, ces montants? Donc les députés vont dépenser tout l'argent en surplus qui pouvait être utilisé pour organiser les élections dans ces pays. Cela veut dire qu'on n'a même pas besoin de demander de l'argent aux étrangers pour nous aider. On n'a pas besoin de crier qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Si on rationalise, les gens doivent être bien payés. Tout le monde qui travaille doit être bien payé. Tout le monde. Même l'huissier de la fonction publique. Comment quelqu'un qui a, lui, fait des études énormes, médecin, de médecine, va toucher $700. Et quelqu'un qu'on a appelé en dernière minute, il dit, Tingandi Yaka, dit, allez, voter, fabriquer des résultats, ce monsieur-là, vous lui donnez, ou cette dame-là, 21 000 par mois, et encore 21 000, c'est le minimum. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui vous a donné des chiffres? Moi, je donne des chiffres. Les chiffres sont là. Et je demande à M. Mbosso de donner ces chiffres. Ok? Et c'est là, vous, la jeunesse. C'est là. Et vous êtes là passif. Vous restez comme ça. Vous parlez. Vous parlez. Mais, chers amis, c'est votre avenir. Les gens croient s'amuser avec l'argent de l'État. Mais nous allons tout faire pour rationaliser, faire des économies là où on doit faire des économies, redistribuer l'argent à toutes les couches. Parce que cet argent-là, si vous distribuez ça normalement, ça va booster l'économie. Parce que les gens vont dépenser chacun. Les gens vont envoyer des enfants à l'école. Les gens, on va créer des bonnes écoles. On va avoir des hôpitaux pour soigner les gens. Donc, c'est très important et nous allons terminer par les réformes institutionnelles.
Les réformes institutionnelles, nous voulons, pas maintenant, pas l'élection qui vient, mais après, rétablir l'article 71, l'ancien article 71 de la Constitution, parce que la démocratie doit être la bonne démocratie, élection présidentielle à 2 tours. Et nous allons aussi régler ces problèmes de nationalité. Ces problèmes de la nationalité congolaise ne peut être détenu concurremment avec aucune autre. Article 10 de la Constitution, c'est ça? Nous avons des enfants, nous avons des frères, des sœurs, nous avons des Congolaises, Congolais qui étudient à l'étranger, qui étudient ailleurs, qui ont des bons diplômes. Mais le problème, ils ne peuvent pas venir ici parce qu'il y a ces problèmes. Il y a des Congolais ici qui veulent, ont la possibilité d'avoir d'autres nationalités. Mais on bloque. On bloque pourquoi? Moi je sais pourquoi on bloque. J'ai été à Bukavu, j'ai été à Goma, j'ai sillonné dans le Nord Kivu pour régler cette question. Et Dieu merci, avec mes frères et sœurs, nous avons dit non, on va ouvrir. On va ouvrir, mais la nationalité congolaise ne peut pas être détenue concurremment avec les 9 pays limitrophes. Donc vous ne pouvez pas être Congolais de Kinshasa et être Congolais de Brazza à la fois, ou être Congolais de Kinshasa et être, comment dire, donc vous ne pouvez pas être Congolais de Kinshasa et être Rwandais. Non. Et j'ai compris que c'est ça qui bloquait les gens. Donc, on peut ouvrir, mais rester ici sans avoir la nationalité des pays limitrophes ou non, que les gens de ces pays-là ne puissent avoir notre nationalité. Il faut le bloquer. Nous sommes d'accord? Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Voilà, chers amis, nous allons examiner certaines choses. Voilà, vous le voyez. Non, non, revenez s'il vous plaît. Revenez. Revenez dans les maps là. Oui, non, non, là, oui. Non, dans les maps de tous les 17. Voilà, c'est bon. Voilà les manifestes des Kisangani, où on vous a dit réaffirmation de l'identité culturelle congolaise, la citoyenneté, famille, genre et personnes vivant avec handicap, jeunesse engagée pour le développement, élite congolaise, diaspora congolaise, coopération régionale et internationale et coexistence pacifique comme des défis majeurs et comme priorité éducation de qualité, formation professionnelle, recherche scientifique, agriculture et lutte contre la misère alimentaire, accès à l'eau potable et à l'électricité, aux soins de santé de qualité, infrastructure, désenclavement et connectivité intégrale du pays, entrepreneuriat, développement du secteur productif, écologie, développement durable et salubrité. Et comme moyen de financement, réforme institutionnelle, nous allons élargir l'espace budgétaire et nous allons revoir certains articles de la Constitution et faire des réformes constitutionnelles, et tout ça avec un préalable. Le préalable, c'est l'état des droits, l'intégrité territoriale, la cohésion nationale et puis la gouvernance intègre. Voilà, chers frères et sœurs, les manifestes des Kisangani pour que demain nous soyons libres, pour que demain nous soyons dignes et pour que demain nous vivons dans un pays prospère. Merci. Wemba, journaliste.
Oui, j'ai lu les manifestes, mais moi je veux aussi être dans l'actualité parce que nous devons connaître l'alternative. Il y a un problème qui préoccupe les Congolais aujourd'hui. Moi-même, pour venir ici, c'était vraiment un casse-tête. J'ai marché à pied. Donc, on commence à faire les sports tous les jours. Donc, les Congolais aujourd'hui n'ont que les sangs pour circuler. Alors, par rapport à la situation actuelle, si Martin Fayulu était président, comment compte-t-il résoudre les problèmes des carburants en RDC? Parce que c'était important. Ça, c'était ma première question. Merci. Le ministre Mende, qui reconnaît que vous avez étudié en France, selon lui, l'opinion doit être éclairée, c'est très important. Vous ignorez, vous, ce que touche un député français. Moi, je l'ai suivi. Il a donné des chiffres. Et qu'aujourd'hui, l'occasion vous est donnée d'éclairer parce que l'opinion dit que vous avez menti, ou c'est Mende qui a menti, on ne sait pas voir. Vous avez au moins 5. Dans une économie normale, les choses se font normalement. S'il y a pénurie, une pénurie peut arriver. Mais là, ici, nous avons un problème entre les pétroliers, donc les sociétés pétrolières, et l'État congolais. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un prix réel pour vendre le pays et les produits, pour que cette compagnie-là puisse s'approvisionner normalement, puisse renouveler leur stock. C'est un problème de gestion, c'est un problème de gestion, un problème évidemment de leadership, parce que les gouvernements ne savent pas mettre l'argent là où il faut mettre l'argent. Si on ne faisait pas du gaspillage, je crois qu'on pourrait avoir l'approvisionnement régulier des produits, on n'aurait pas eu ces problèmes. Il faut qu'on dise aux pétroliers comment vous fixez vos prix, qu'ils se mettent d'accord, je crois qu'ils sont d'accord sur ça. Et si l'État doit subventionner, il faut que l'État dise clairement. Et l'État subventionne. Mais on ne peut pas demander aux pétroliers d'importer la marchandise qui coûte aujourd'hui, admettons, 2 $ ou 1 $, et ils vendent, ils ont 1 $. Mais pour acheter demain, ils doivent acheter à 1,50 $. Ils vont acheter comment? C'est un problème de gestion. Deuxième préoccupation sur Mende. Cher ami, je crois que je vous ai dit que M. Mbosso nous donne des chiffres. Les émoluments d'un député. Ces chiffres à combien? 1. 2. Ce qu'ils appellent primes diverses. À combien? 3. L'élément qu'ils ont ajouté, réserve parlementaire, c'est combien? 1,3. On peut aller plus loin, on n'a pas demandé de nous donner les jetons de présence quand le député assiste à des réunions parlementaires ou à des réunions de commissions parlementaires. On n'a pas demandé autre chose, mais qu'on nous donne ces 3 rubriques. Les députés français, vous avez vu, les Français vous ont répondu. Les Français vous ont répondu. Un député français touche en net 5 700 € à peu près. J'arrondis, si 8 000, on prend des taxes et ça. Il ne touche pas 21 000, mais les 21 000 dont les députés congolais touchent, c'est en net. C'est l'argent qu'il met dans sa poche. Que même me disent, Lissanga est député, était député, moi-même j'étais député. Ok? Quand j'étais député, on m'avait dit à l'époque, vous touchez combien? Je suis passé sur la RTV, je disais qu'on touchait à peu près 10 000 $. Mais les amis ont dit, ah non, pourquoi tu as dit ça? J'ai dit, mais est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est un secret? Les députés touchent ça. Mais il faut qu'on apprenne à dire la vérité. Je suis aujourd'hui ancien député. Je suis ancien député, oui ou non? Oui. Les députés ont ce qu'on appelle la sécurité. Il faut dire, il faut être vrai. Ils ont ce qu'on appelle la sécurité sociale des parlementaires. Les 50 ans, tu touches ça? Non. Ah ben, il faut les toucher. Il y a la sécurité sociale des parlementaires. Je ne touchais pas avant. Je dois le dire. Mais on m'a dit à l'Assemblée nationale, quelqu'un dit, mais que les anciens députés viennent toucher, il faut remplir les papiers. J'ai rempli les papiers, et puis chaque mois, normalement, quand ils payent, les anciens parlementaires qui ont cotisé, ils ont 2 000 $. Est-ce qu'il faut que j'étais ça?
Mais moi, les 2000 $ que je prends, je donne ça au parti. Parce que vous avez compris. Le secrétaire général du Togo qui est là, il peut vous témoigner. Ok? Donc, ça veut dire qu'il faut, si vous avez des avantages, ce que nous demandons aujourd'hui, qu'on nous dise, comme dans une société, j'ai travaillé à Mobilo ici, il y avait voici rémunération, il y avait une procédure, rémunération et avantages des membres des comités de direction. Qu'on nous dise, émolument, tant, prix diverses, tant, réserve parlementaire et encore, c'est ça la fraude. Je peux comprendre les émoluments, je peux comprendre les privés diverses parce qu'on dit, voilà, il y a ça, c'est ça. Mais les montants, est-ce que les montants qui sont là? Mais la réserve parlementaire, c'est quoi? La France, parce que M. Mendes parle de la France. La France qui avait en son temps ce qu'on appelait réserve parlementaire, ils ont éliminé cette rubrique. La réserve parlementaire, c'était quoi en France? Ils ont mis 8 000 € par mois pour chaque député. Mais les députés ne prennent pas cet argent, c'est un crédit qui est là. Et ce crédit, si tu as des travaux à faire dans ta circonscription, si tu as des travaux à faire dans ta circonscription, et que tu veux financer une collectivité ou une ONG, donc tu enclenches les mécanismes et l'Assemblée paye. Mais ça ne va pas dans la caisse de l'État. Il faut dire à Mendes d'aller revoir ses cours. Merci, Président. Merci. Quand j'ai dormi, je rêvais déjà en train de te poser les questions et puis je me suis sursauté. Et ce n'est pas en train de dormir, mais je vous pose directement. Monsieur Fayoulou, j'étais en train de lire ma constitution dans l'article 8 et j'ai vu ces garanties pour l'opposition. Alors, vous écoutant parler tous, vous parlez de la résistance. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, je viendrai dans cette conférence pour poser ma question à M. Fayoulou. Si vous êtes de la résistance, êtes-vous contre la Constitution que vous allez respecter quand vous serez notre président de la République? Et si vous êtes opposant, pourquoi n'êtes pas vous? Pourquoi vous n'êtes pas plutôt, c'est le lapsus, être le porte-parole de l'opposition? Telle est ma question. Droit lié à son existence, parce que je vois pas. Alors, je disais l'article 8. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente constitution et la loi. Mais malheureusement, ce n'est pas appliqué dans ces pays. Quand nous faisons des manifestations, on nous dénie le droit de faire des manifestations. Mais votre question, c'est par rapport à l'opposition, la résistance. Quand nous disons résistant, pour moi, je ne suis pas opposé à M. Félix Tshisekedi, je ne suis pas opposant à Félix Tshisekedi. L'opposant à M. Macron, c'est M. Mélenchon. Ils ont été, ou Marine Le Pen, ils ont été à l'élection présidentielle. M. Macron a gagné, ou au niveau du Kenya, par exemple, pour prendre un exemple africain, Ruto a gagné et Raila Odinga a perdu, et opposant. Mais est-ce que Félix Tshisekedi a gagné? Non. Alors comment je vais être opposant? Comment je vais être opposant à celui qui n'a pas gagné? Donc, résistance, ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord avec la fabrication des résultats. On n'a jamais été d'accord. Ok? Il est là de fait.
il est là, mais nous luttons pour récupérer les pouvoirs du peuple. Merci. Nous jeunes, vous venez de confesser en reconnaissant que la jeunesse est l'espoir du Congo. La jeunesse, c'est l'avenir du Congo. Alors que dans notre pays, la jeunesse est toujours dans les oubliettes. Sur le plan de partage de tâches ou charges, dans ce qui concerne le pays, là je vois le poste au sein du gouvernement et dans les entreprises publiques. Sur le plan éducationnel, l'État ne prend pas comme il le faut en charge les enseignants primaires et écoles universitaires. Alors que ces derniers ont la charge de rendre capable la jeunesse à assumer de grandes charges dans l'avenir. Aujourd'hui d'ailleurs, avec la gratuité de l'enseignement, nous avons constaté que les niveaux intellectuels de nos enfants, de nos petits frères et petites sœurs ont baissé parce que les enseignants ne prennent plus leur travail à cœur à cause d'une prise en charge médiocre de la part de l'État congolais. Il y a un sage chinois qui a dit que si vous voulez détruire un pays, il faut détruire son système d'éducation. Et ma question est celle-ci. Est-ce que les dirigeants de ces pays sont conscients de ces grands risques qui courent ces pays aux jours à venir? Et ma préoccupation est celle-ci, Monsieur le Président, puisque notre choix est porté sur vous. Alors, s'il vous plaît, ne nous décevez pas quand vous serez en fonction. Faites vraiment la différence. Merci beaucoup. Est-ce que les autres sont conscients? Je ne sais pas. Alors, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont ministres, mais c'est lesquels jeunes? On ne prend pas les bons. Donc, faisons un effort pour que demain, ça change. Merci. Territorial. Vous avez donné l'exemple de Bunagana et tout. Mais je voudrais savoir, pour faire face à cela, on devrait avoir une armée solide, une armée puissante. Maintenant, par rapport à ce que l'armée congolaise subit, à ce qui concerne l'embargo. Aujourd'hui, supposons que vous êtes président de la République, vous êtes élu président de la République. Quelle serait votre réaction à ce qui concerne l'embargo? Parce que s'il n'y a pas l'embargo, on aura à acheter des munitions et tout. Maintenant, nous avons l'embargo. Quand vous serez élu président de la République, vous ferez face à cette décision, vous allez tourner le dos à cette décision pour collaborer avec le pays qui voudra soutenir la RDC ou bien vous allez être soumis. Donc vous allez respecter cette décision qui est l'embargo contre la RDC. La question de l'embargo est très à l'époque, mais l'embargo pour les Congo en tant que pays, il n'y a pas d'embargo. Les Congo peuvent acheter des armes quand ils veulent. Il n'y a pas d'embargo pour le Congo. Il faut bien lire ce texte-là. L'embargo, c'est pour... Mais souvent, on achète des munitions pour l'État et ça se retrouve dans les groupes armés, avec la complicité. L'embargo pour le Congo en tant que pays, pour acheter des armes, c'est déjà enlevé depuis. Merci. Sa Majesté, Tata Mokonzi, Poto Bengi, Aigle du Congo, m'a dit du Fayou le Martin. Aïe, comme Manuel Labato, si ma cambo ya congrès et où tout s'est passé dans
ville ya Kisangani chef lieu ya province ya Chopo amanyoleli bato bayi étudiant balingaki bayeba nini oyo elekaki kuna na province ya Chopo précisément na ville ya Kisangani yango mokonzi ya mboka aye komanyolela bango mpe badanisi moko na mosusu na motuna kotuna ye ambanyoleli bango nyonso mpe alaki bango keno aza toujours bomoko na bango. C'est ça oyo ezalaki makambo oyo tata mokonzi ayaki komanyolela baétudiant lelo na salle ya centre Boboto awa na commune ya Gombe lelo. Merci beaucoup. Donc, une actualité na ozo les catholiques lisanga bonganga dali poursuivi na mambo à lobby awetali mokonza kwanda lolenge nini habito na trois présidents mboka na biso. Mais soki bokulaka lisanga bonganga lobby likambo wana eza polele toza na président oyo azalaki élu par le peuple en 2018. C'est le commandant du peuple Martin Fayulu Madidi. Toza na président sortant oyo asali lokola kolongwa mais c'est Hippolyte Kanambe alias Kabila. Ya misato toza na président oyo aza nommé par monsieur Hippolyte Kanambe. Président nommé monsieur Tshilombo Félix Antoine. Nana ngo ayebi te ke toza ba kondi misato na kata mboko. Nana ayebi yango te. Soki ndeko lisanga bonganga manoli bato ke non toza na ba kondi misato na kata mboko. Eza clair. Mokonzi ya solo azalaki élu par le peuple ye wana utu kosala mindulu awa na bayi étudiant komanyolela bango koyebisa bango nini oyo lekaki na Kisangani mpe batune mituna ndenge na lolenge makambo ezoleka na kwa mutu entre le teke le yaka amandoleli mpe yango alobisi bato bongo soki ndeko lisanga bongaka lobiki bakonzi baza misato eza clair. Mokonzi azalaki élu par le peuple c'est Martin Fayulu oyo azalaki ase semblé lokola kolongwa mais c'est Hippolyte Kabila alias Kabila na oyo lelo to baotanga komona yawa so disant mokonzi ya mboka mais c'est Tshilombo Félix toza bakonzi misato mama eza clair akosi te mais soki bakolandela mpona likambo wana namoni baza bato motieki balandela bango eza bo batoyiba mbongo ya leta tosengi balandela bango mais ndeko lisanga bonganga namoni eloko ya mabe oyo asali te oyo ekobomisa mokili to mpe ekangisa ye parce que abuki mibeko ya leta. Lui France a perdu. Merci Maman Gloire pour na mutuna à l'intention ya bapanzi sango ya RDC. Na sala la bino synthèse na lingala ya événement et outil koleka. Lelo ezali mukolo président élu Martin Fayulu Madidi a lancé manifeste ya Kisangani. Manifeste ya Kisangani ezali condensé, eza résumé, eza ba grande ligne ya programme ya gouvernement ya SID. Na 2023 toke ma ponami to recouvrer victoire ya peuple congolais o ezalaki volé toko kamba mboka en fonction ya manifeste wana. Bamususu babenyango programme du gouvernement. Donc pour nabiso ezali programme nabiso ya gouvernement. Programme wana ya gouvernement ezana 4 parties. Partie ya liboso programme ya gouvernement ezali oyo tobengi ba préalable, ba prérequis. Ezali makambu oyo na mboka soki ezali te effort moko ya développement eko réussir te. Et kwa liboso état de droit. Ya mibale sécurité ya mboka, ya misatu cohésion nationale. Donc biloko wana soki ezangi na mboka moyen au développer mboka ezalité. À part wana tout ça na ba priorité oyo to kwatake une fois to su pouvoir. Ba priorité ndenge commandant du peuple a décliné bino et loka liboso éducation. Il faut kalasi ya malamu bana batanga malamu. Il faut agriculture batubalia to combattre pauvreté na misère. Il faut santé ya malamu. Hôpital za la malamu. Donc tout ça besoin na biloko wana et après oyebi ke mboka na biso lelo tozali poumon ya monde entier en termes ya couverture carbone. Donc écologie, na salubrité, développement durable, il faut ba biloko wana to bundisango. À part ba priorité wana tout ça na ba défi. Oyo to relever défi par défi. Et enfin après ba défi wana de sikoyo tout ça na
réforme constitutionnelle na élargissement ya budget ya l'État pour que tozwa musolo tobongisa makambo nyonso oyo tolobi. Voilà brièvement ce qui bandeko balingi ba comprendre l'événement ya lelo le kindenge nini to lancer programme ya gouvernement ya SID et ça décliné en 4 parties. Partie ya miba ya liboso et ça oyo to bengi ba prérequis ba préalable ya mibale ça ba priorité ya gouvernement na biso na ba défi oyo ya misatu to ko relever après ndenge nini tokozwa misolo ndenge nini tokosala ba réforme ya constitution tozongisa deuxième tour ya élection présidentielle to résoudre le problème ya nationalité na mboka na biso. Voilà brièvement bandeko na ngai makambo lelo tosololi. Mboka bakambaka yango na loyenge te, mboka bakambaka yango na bonne foi te. Mboka il faut zala na programme wana décliner yango secteur par secteur. Yango lelo bozui ba pilier ba défi oyo commandant du peuple a présenté na peuple congolais pour que bosala biso confiance. Soki olingi mutu akamba mboka lelo ou bien lobby il faut maîtriser oyeba vision naye projet de société naye ba défini na linga relever ndengili na kozwa misolo pour que a bongisa makambo mboka. Donc pour retenir le biloko wana tozali na projet de société ya SID oyo tobengi investir dans les citoyens pour développer la RDC. Yebisa yo mikolo nyonso likambo ya maponami ezali ya croyance te, ezali ya foi te, ezali ya église te, ezali ya mibeko ya mboka. Constitution na biso elobi mandat ya mutu oyo azokamba mboka ezali ya 5 ans. Après 5 ans, il faut qu'organiser l'élection pour que le peuple congolais apona bakambi ya sika. Étant donné que bandeko basile na pouvoir oyo bayibaka bakokokisa 5 ans année prochaine, tikali 15 mois pona biso ekita emata moye ezala butu ezala mbula ezala eloko nyonso kozala 2023 il faut maponami ezala ndenge salami na ba pays nyonso même en pleine Covid, il n'y a pas de raison glissement ekozala te toko permettre ata mukolo moko jamais que gouvernement oyo est déjà illégitime et bakisa lisusu 2-3 jours ya illégitimité ya koleka. Donc tout ça se préparer dans ma ponami. Aussi déjà te présenter ba congolaises na ba congolais programme ya gouvernement oyo to appliquer et toujours se mobiliser pour que ma ponami esala matolongo la soni pe umeli ofandi na mboka ni tu Congo okambama na bakonzi oyo bayibaka pouvoir bayibaka victoire ole kaboye gouvernement illégitime ole kaboye yo ganyaka te mutu muso ganyaka te ata soni penza tout ça quand même ba parents to bota bana chaque jour soni to lembi to lingi to bongisa mboka na biso ba congolais na ba congolais ba pona bakambi oyo bango balingi pour que mboka na biso kende liboso choix ya ba congolais mutu oyo ba congolais ba ponaka pour akamba mboka. Malheureusement ndengo yebeli mama Tatiana na ko reprendre ngo lisusu te to na mboka ba frappeur oyo ba komi lelo ba jouisseur ba boyaka ko respecter volonté wana mais choix ya congolais choix ba congolaise ba congolais e yebani yango wana en tant que choix ya peuple Martin Fayulu aza à l'écoute ya batu nyonso yango zo mona ba politicien na ya lelo na ya kala bango nyonso baso kende comme kukutana na commandant du peuple va partager ba idée na bango et il est à l'écoute de tout le monde. Mais le moment venu, le commandant du peuple va décider et il va donner la voie à suivre pour que tout imposer ma ponami to soukisa na soni mama soni eleki ba frappeur ba jouisseur ba voleur ba détourneur mboka eloko ye moko ya elengi ezate. Donc on doit finir avec la honte. Nous sommes un grand peuple au cœur de l'Afrique et nous avons le droit à la dignité, à la fierté, à la grandeur et à la prospérité. Voilà pourquoi
tozobunda. Merci.